On va passer maintenant au chapitre très important du donneur. Comme l'a dit Laurent Chiche, les indications doivent être calibrées sur le donneur. Et la question, aujourd'hui, il y a 12% des malades inscrits en liste d'attente qui meurent dans l'année sans être transplantés. Une fois, j'ai dit la plus grande complication à la transplantation hépatique, car elle est mortelle à 100%, c'est de ne pas être transplanté. Et donc, le donneur, et aujourd'hui, avec ces techniques très élaborées que nous avons, c'est le problème le plus important. Comment élargir le pool des donneurs? Première réponse, c'est Pietro Adeo qui va le donner sur le nouveau type de donneur, nouveau, pas très nouveau, mais enfin, disons assez nouveau par rapport au donneur cadavérique, c'est le donneur à cœur arrêté. Vas-y, Pietro. Merci. Tout d'abord, merci, M. Bismuth, pour pour cette invitation. On l'a dit tout à l'heure, la transplantation hépatique reste une intervention aujourd'hui, 40 ans, 50 ans plus tard, hautement standardisée avec des résultats exceptionnels. Classiquement, les transplantations hépatiques sont réalisées à partir de trois catégories de donneurs. La première, c'est les donneurs vivants, très diffusés en Asie. Puis, en Europe ou dans le reste du monde, les donneurs à mort encéphalique, comme défini par la loi bioéthique et santé, c'est des donneurs qui ont un arrêt circulatoire du cerveau et l'abolition des réflexes cérébraux, mais chez qui le cœur bat. Et puis finalement, il y a les donneurs décédés par arrêt circulatoire. Et cet arrêt cardio-circulatoire, et successivement, on peut le classifier comme contrôlé et non contrôlé. Cette histoire des donneurs à cœur arrêté a démarré avec l'histoire de la transplantation hépatique, parce que si on reprend la première série publiée en 68 par Starzl, il décrivait très bien que les greffons étaient issus de donneurs chez qui l'arrêt cardio-circulatoire avait provoqué une mort cérébrale. Et finalement, il est gardé à cœur battant en poursuivant la ventilation et un massage cardiaque externe. Et il décrit même dans le septième donneur l'utilisation d'un ECMO, d'une circulation extracorporelle. Et c'est un peu la même histoire qu'il y a eu en France avec le premier essai d'Emerlo. C'est en 1995 qu'à Maastricht, on a finalement défini quatre catégories de donneurs à cœur arrêté. Les donneurs selon la survenue de cet arrêt cardiaque qui peut être contrôlé ou non contrôlé. Les premières deux catégories, il s'agit de donneurs chez qui l'arrêt cardiaque est venu de façon non contrôlée, avec ou sans témoin, avec ou sans échec d'une réanimation cardiopulmonaire. Et puis finalement, il y a la troisième catégorie des donneurs dites de Maastricht 3, chez qui l'arrêt cardio-circulatoire il est survenu en raison d'une arrêt, une limitation, arrêt thérapeutique des soins. Ça, c'est finalement la catégorie chez qui aujourd'hui on réalise le plus de prélèvements. En France, la diffusion de ce type de donneurs, il est venue grâce à deux lois, euh, pardon, par là, les deux lois, la loi Leonetti et la loi de 2016 Claes-Leonetti, qui ont réglementé le droit à la fin de vie à autoriser selon une procédure encadrée, réglementée, chez des personnes chez qui la poursuite des soins elle est non justifiée, inutile et disproportionnée. Finalement, la donation chez ces sujets, elle est évoquée exclusivement après qu'il y a eu un consensus parmi les experts, avec aussi également l'intervention d'experts extérieurs, et si seulement le sujet avait exprimé cette volonté quand il était en vie. C'est finalement un grand enjeu éthique qui a été mis en place en France grâce au support de l'Agence de biomédecine et qui est aujourd'hui est source d'excellents greffons, comme on verra pour la transplantation hépatique. Donc, c'est une limitation à arrêt thérapeutique qui amène à un décès par arrêt cardio-circulatoire contrôlé. Quand on parle d'arrêt cardio-circulatoire, on a réintroduit en transplantation hépatique un des grands challenges. Ça veut dire il n'y a plus de circulation, il y a de l'ischémie chaude, et puis finalement, l'ischémie chaude va endommager les structures les plus sensibles au manque de circulation artérielle, qui sont les voies biliaires. Donc, qui dit ischémie chaude dit non-fonction primaire, et il dit surtout cholangiopathie ischémique avec un risque potentiel de rétransplantation. On verra comment en France et dans les autres pays, on est arrivé à réduire terriblement ce risque de cholangiopathie ischémique. Comment
Pardon. Comment ça se passe? Alors, avec ce type de procédure, on a mis en place des nouvelles phases et nouvelles procédures qu'on n'avait pas connues avant avec les donneurs à mort encéphalique. Il y a une phase dans laquelle les soins sont arrêtés et donc finalement la tension commence à baisser. C'est ce qu'on appelle une phase agonique. Et puis, dès que la tension elle est en dessous de 45 mm de mercure, on a une période qui est appelée ischémie chaude fonctionnelle, où ça circule moins bien jusqu'à la survenue de l'arrêt cardiaque. Puis il y a 5 minutes de pause en France, mais en Suisse, c'est jusqu'à 20 minutes dans lesquelles on ne peut pas toucher les donneurs. Et puis finalement, on démarre la procédure de prélèvement. On voit qu'il y a deux grandes façons de faire. La première, c'est la façon dite américaine ou anglaise de la super fast, dans laquelle la limitation à rythme thérapeutique elle est mise en place souvent au bloc opératoire. Une fois que l'arrêt cardiaque il est survenu et la période no touch elle est passée, on procède au prélèvement avec une cannulation aortique, un clampage aortique et une perfusion froide des organes. On a peu de temps pour éviter la cholangiopathie ischémique et donc il faut aller très très vite. Et puis on a une deuxième modalité de prélèvement, c'est la façon française et souvent de plus en plus diffusée, c'est la pause d'une circulation régionale normothermique, la CRN oxygénée qu'on utilise, c'est l'ECMO. Et ça, c'est la procédure qui a été mise en place en France et qu'on verra, ça donne des avantages par rapport à la technique super fast. Alors, le protocole, il est extrêmement bien défini en France, sous l'égide de l'Agence du biomédecine, du docteur Corinne Antoine. On a sélectionné en France des donneurs et des receveurs pour cette procédure et on a standardisé dans les différents centres ce type de procédure. Il s'agit d'une procédure de latte qui est mise en place dans les réanimations avec un support de toutes les équipes, à partir des réanimateurs, puis et également les chirurgiens de transplantation. On met en place la latte, le patient commence à baisser sa tension, il démarre sa phase agonique, qui doit durer moins que 3 heures pour éviter justement des mauvais résultats. Progressivement, la tension en descend en dessous de 45 mm de mercure et elle est enregistrée. On démarre ce qu'on appelle l'ischémie chaude fonctionnelle. Cette période ne doit pas dépasser les 45 minutes, sinon le donneur n'est plus qualifié. Et puis finalement, il y a la phase d'arrêt circulatoire qui doit durer moins que 30 minutes. Une fois l'arrêt euh, survenu, il y a la déclaration de décès. Et alors, à ce moment, on pose la CRN. La veille des interventions, normalement, ont été posées des lignes artérielles sur lesquelles seront posées les canules de la circulation. À ce moment, on démarre la CRN grâce aux perfusionnistes et on observe la cinétique de perfusion des organes, notamment des transaminases. Et une fois que ça rentre dans les paramètres, la montée des transaminases n'est pas supérieure à 4 fois la normale, on peut finalement qualifier le donneur pour le PMO. On va au bloc opératoire où le ventre il est ouvert, on effectue une biopsie pour s'assurer de l'absence de stéatose supérieure à 30% et de fibrose supérieure à F2 ou de toute contre-indication en prélèvement. Et puis finalement, on peut utiliser la CRN pour perfuser de façon froide ces organes. Au total, ces organes seront l'allocation de ces organes de ce foie, il est sous le mécanisme local. On n'obéit plus au mécanisme du MELD et ils seront donnés exclusivement à des donneurs locaux souvent qui nécessitent d'une première transplantation hépatique avec un MELD score inférieur à 25, un score alpha-fétoprotéine inférieur à 2, informé et consentant et sans thrombosport. Dans la première expérience de l'agence de biomédecine, les résultats sont extrêmement bons quand on s'attient à ce protocole. Alors, quelle différence entre les deux techniques, la technique superfast et la technique finalement avec la CRN? Si on regarde la littérature, il n'y a pas d'essai prospectif randomisé, mais il y a des grosses études de registre qui comparent l'expérience avec ou sans CRN. En Espagne, la première étude que vous voyez à gauche de l'écran, qui a montré comment l'utilisation d'une CRN réduit de façon considérable la cholangiopathie ischémique et améliore la survie du patient et du greffon. Et la deuxième, c'est le système américain qui a comparé la CRN contre la technique superfast. Et on voit très bien que le taux de cholangiopathie ischémique, il est sensiblement réduit quand une CRN oxygénée est mise en place. Finalement, quand on ne peut pas mettre de CRN en place, parce que certains systèmes, pour des problèmes éthiques, on ne peut pas mettre la CRN en place, comment ça se passe?
L'étude le plus grand dans la littérature, c'est sur New England Journal of Medicine, concerne la perfusion hypothermique sur machine après technique superfast. Il a été clairement démontré par les Hollandais que quand on ne peut pas utiliser le CRN, les foies issus de donneurs à cœur arrêté doivent être perfusés sur des machines de perfusion hypothermique dos à l'aube avec un taux d'ischémie biliaire, de complications biliaires qui est sensiblement réduit au long terme. Quelle diffusion en France? Alors, le premier en France a été effectué à Lyon en 2015 avec un donneur issu de l'hôpital d'Annecy. Quand l'agence de biomédecine a publié la première expérience jusqu'à 2018, on voit très bien que quand on respecte le protocole de l'ABM, il y a plus de 90% de survie greffon et 1 an, mais quand on sort du protocole, on rallonge les ischémies ou la stéatose est les plus importants ou il y a des autres problèmes, la survie baisse en dessous de 70%. La diffusion, elle était extrêmement importante. En France, il faut considérer qu'en 2023, 13-14% de toutes les transplantations hépatiques sont réalisées à partir de donneurs de type M3. Quels résultats? Les résultats sont excellents. Vous voyez dans ces courbes de survie de Kaplan-Meier, la courbe en haut, c'est la survie greffon et patient, la survie patient des transplantations réalisées à partir de donneurs M3. Vous voyez en bas, c'est une survie à 1 an qui dépasse les 90% et une survie à 3 ans qui dépasse également quasiment 88%. Donc, actuellement, les résultats de donneurs à cœur arrêté sont en France extrêmement bons. En définitive, les donneurs de type MHT3 sont une source de très bons greffons hépatiques. L'utilisation de la CRN, de la circulation régionale normothermique oxygénée, réduit sensiblement les complications ischémiques biliaires non anastomotiques après transplantation hépatique. En France, c'est une procédure très grandement standardisée et en grande diffusion grâce aux réanimateurs, à l'agence de biomédecine, et c'est 14% des donneurs actuellement. Et le futur, du moment que les résultats sont extrêmement bons, c'est sous l'élargissement probablement des indications pour les donneurs et pour les receveurs, parce que comme on l'a dit, on s'arrête avec 25 de MELD et à 71 ans, et pour la mise en place de formations dédiées sous l'égide de l'agence de biomédecine. Je vous remercie pour votre attention. Alors, y a-t-il des questions à poser? Oui, tu es la première à discuter, Gina Crissat, qui est une spécialiste dans ce domaine. Oui. Alors, des questions surtout. Vas-y. Alors d'abord un commentaire avant les questions, parce que c'est très important et j'ai travaillé tellement sur les donneurs à cœur arrêté que c'est très important de dire que ça, le bénéfice existe. Il existe totalement pour augmenter le pool de transplantation. Ça a été bien prouvé, ça augmente le nombre de transplantations de 20%. Alors moi, j'ai connu l'épopée des donneurs à cœur arrêté classe 3 avant l'apparition des machines Hope et Organox. Et il faut savoir cette épopée parce que c'est très, 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 très important, notamment sur la question des cholangiopathies. Parce que vous avez raison, c'est directement lié à la qualité des greffons de donneurs à cœur arrêtés. Le problème, c'est que les donneurs à cœur arrêtés, moi je trouve que l'agence de biomédecine, elle a bénéficié des expériences des autres centres pour sélectionner le meilleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les transplantations à donneur à cœur arrêté sans machine normothermique, c'est ce qu'on faisait avant, avec la technique de no-touch. On est tous préparés au bloc et on prélève rapidement. Ce qu'on a appris de l'expérience, et ça c'est très important à garder en tête, c'est que dans chaque hôpital, il faut qu'il y ait un coordinateur de greffe qui prévoit, parce que tout patient qui est dans le coma ou qui a des maladies où on sait que le pronostic ne va pas être là, on prépare déjà. Donc, il y a un manque, je pense, en France, déjà de coordinateurs pour authentifier ces potentiels donneurs de cœur arrêté dans tous les hôpitaux. Ça, c'est le rôle de la coordination. La deuxième chose, c'est que la loi, effectivement, elle a changé. Vous avez parlé de la loi bioéthique en France, qui dérive de la loi de Claes-Leonetti. En Angleterre, la loi elle a changé en disant que il fallait pas penser que les gens étaient Frankenstein. On ne ressuscitait pas les morts et donc on faisait pas d'ECMO.
Parce que autant les familles disaient, OK, on accepte, vous nous avez convaincus que le malade ne récupérera jamais ses fonctions, mais ils refusaient qu'on mettait des cannulations. C'était interdit dans la loi. Donc on récupérait les donneurs, on attendait et ensuite on prélevait. C'était très demandeur, je suis tout à fait d'accord. Pour les cholangiopathies, on a remarqué deux choses. Réduction du temps d'ischémie chaude. Deuxièmement, le type de perfusion qu'on utilisait. Le HTK était très mauvais pour les greffons à cœur arrêté. En France, on avait l'IGL, donc ça ne pose pas de problème. Troisième chose, c'est que j'ai remarqué, et j'étais très frappée, je demanderai à Laurence si elle est d'accord avec moi, j'ai été à la SFT il y a 1 an et demi. Il y a effectivement beaucoup de gens qui ne sont pas encore convaincus pour raison éthique, pour les donneurs de classe M3. Et j'ai remarqué une opposition, non pas des chirurgiens, mais des anesthésistes réanimateurs. Ça m'a frappé. Et alors là, effectivement, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs pour dire que non, on ne réveille pas les morts, que non, c'est un arrêt, mais que oui, les greffons, ça marche. Ça marche par contre pour des receveurs, quel que soit l'âge, parce que j'ai vu que vous sélectionnez un très très bon receveur pour avoir des marginal grafts, mais je pense que tout le monde peut bénéficier de ces greffons, qui marchent très bien, et que la machine hypothermique, les HOPE, a un bénéfice pour les greffons à cœur arrêté. Ma question, c'est que tu as commencé donc cette pratique dans ton centre. Je voudrais savoir, est-ce que tu peux me donner un dénominateur chiffré pour me dire combien ça a augmenté ton pool de transplantation depuis que tu as fait ça? Est-ce que tu peux me donner un chiffre? Est-ce que tu peux dire, oui, ça a augmenté de temps mon nombre de transplantations parce que ce n'est pas fait dans tous les centres. Il faut le rappeler. Et il faut le faire. Vraiment, il faut le faire. Voilà. Je te remercie. Merci beaucoup pour ce commentaire, Gina. Alors, chez nous, ça a augmenté environ, là, cette année, je pense, l'année dernière, on est arrivé à quasiment 20% de plus de donneurs qu'on avait avant. Et je pense que tu l'as bien dit, c'est un enjeu éthique. Et la mise en place de ce protocole, qui était fait sous l'égide de l'agence biomédecine, elle était bien faite parce qu'on savait que ça allait être extrêmement difficile. Et je trouve que graduellement, ça s'est mis en place d'abord dans les gros CHU et puis finalement dans tous les CH. Et je pense que ça marche de mieux en mieux. C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer aux familles, aux médecins. Il y a parmi nous des médecins qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais finalement, compte tenu des résultats de la transplantation hépatique, et puis qu'on comprend bien que c'est la loi Leonetti qui a plus d'issue pour l'endommagement cérébral et que puis finalement, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Il y a pas d'issue. On ne va pas ressusciter des morts. C'est des patients qui ont un endommagement cérébral il est irréversible. Mais la pénétration de ce type de procédure est effectivement difficile à raison du contexte d'éthique. Je, Oui, il y a une chose assez intéressante, c'est que tu as parlé de la première transplantation à cœur arrêté. Ce n'était pas dans un CHU, c'était à Annecy. En fait, il faut un promoteur, il faut quelqu'un qui y croit. Et ce que tu dis, Gina, ou Petro, c'est vrai. À Bordeaux, par exemple, le plus gros problème pour l'implantation de ce protocole, ça a été les anesthésistes. Il y a eu des anesthésistes réanimateurs, notamment en réanimation médicale pour faire de la délation, qui étaient contre éthiquement parce que ça repose sur une LATA, c'est-à-dire sur un arrêt des soins et une mort programmée. Et il n'arrivait même pas à en proposer à la famille. C'est pas facile à discuter parce que ça n'est pas une mort cérébrale. C'est pas une mort cérébrale. Le malade n'est pas en mort cérébrale, donc le cerveau marche encore, mais il n'y a plus de possibilités thérapeutiques. Ça veut dire qu'il faut une confiance énorme dans les réanimateurs. Donc ce problème éthique, il est majeur. La deuxième chose, Pietro l'a montré là, c'est compliqué. L'agence de biomédecine nous a mis mais vraiment des obstacles partout. Parce que quand on sait qu'il va y avoir, en fait, c'est ça qui se passe. C'est assez agréable parce que c'est des transplantations qui sont programmées. C'est-à-dire qu'on nous appelle, on disait demain matin, il y aura probablement un M3. OK? Alors, attention, c'est que là, on va arrêter tous les blocs, mais il faut que vous avez vu, il faut la vase agonique moins de 3 heures. Ça veut dire qu'il faut un réanimateur qui arrête le respirateur. Et ça, ils ne le veulent pas parfois dans certains. Donc, ça rate. Puis ensuite, il faut que ça dure moins de 45 minutes. Puis ensuite, il faut qu'il y ait l'arrêt cardiaque et que les cannulations se passent bien. Bref, le problème de la cannulation, en France, en tout cas, ce n'est pas le plus important parce qu'on n'est pas forcément obligé de dire à la famille qu'on met les canules.
Voilà. Donc, le plus important, c'est les réanimateurs, c'est la LATA. Voilà. Et en gros, on a aussi une obligation, donc, par l'Agence de biomédecine, de critères importants. Si les transaminases augmentent un petit peu trop, on ne peut pas tendre le greffon. Si la biopsie montre qu'il y a 30% de stéatose au lieu de 20%, on ne peut pas prendre. Donc, c'est très restrictif, effectivement, mais c'est garant d'excellents résultats, meilleurs que partout. L'avenir, ça va être effectivement là, on a eu, grâce aux machines, quand les transaminases sont un petit peu plus élevées, on a obligation à mettre la machine. Maintenant, on va avancer par petits pas, mais c'est vrai que c'est 20% de plus. Nous, comme nos réanimateurs ont été difficiles à la détente, c'est à peine 7-8% de plus. Mais je pense qu'on va arriver facilement à 30%. Hugo, c'est une question? Oui. Oui, juste une question. Je crois que on a vu qu'il y a des pays où ça a augmenté plus de 20% jusqu'à, je crois, 35%, quelque chose comme ça. Euh, en Angleterre et aussi, je crois, en Espagne, il s'est vérifié que les donneurs après mort cérébrale ont diminué après l'implantation des programmes des Maastricht 3. Je vous demande si ça arrivait aussi ici ou non. Et la deuxième question, qu'est-ce que tu crois tu n'utilises pas la superface, tu utilises la normothermique. Est-ce qu'il y a un impact économique aussi pour la transplantation avec ça? Alors, le protocole, merci pour ta question, Hugo. Le protocole de l'agence oblige la mise en place de la CRN. Donc, c'est les cardiaques, c'est les perfusionnistes qui mettent ça en place. Ça n'a pas baissé le nombre de donations morencéphaliques, au moins, disons, dans la grande région Grand Est. Après, économique, dans ce contexte où la transplantation hépatique elle est vue comme une intervention qui sauve la vie, je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question. Nous, dès qu'on a, disons, que les transaminases montent un peu plus, selon les recommandations de l'agence, où il y a un peu plus de stéatose, on perfuse en hypothermie. Et ce qui nous permet d'arriver à 8 heures d'ischémie froide, mais avec des greffons qui sont, disons, sous machine et sont mieux conservés avant d'arriver à l'implantation. Je pense que le problème économique, ça ne doit pas être un gros problème. Au moins, encore, en France, on peut. Et les résultats sont tellement qu'ils justifient, la fin justifie les moyens, pour ce qui me concerne. Très bien. Écoute, oui, une brève question, vas-y. Une très brève question. Vas-y. Est-ce qu'on peut, dans ce protocole, utiliser ou est-ce qu'on doit utiliser les autres organes pour d'autres Oui. d'autres Oui. Parce que ça n'a pas été mentionné. Oui, tous les organes. Voilà. C'est ça. Alors, écoutez, on a abordé cette question des donneurs avec l'idée d'augmenter le nombre de transplantations, car des malades attendent. Et en fait, ce que tu as montré, c'est que ce protocole finit par donner de très bons donneurs. Car en fait, ce sont des donneurs à mort cérébrale, puisque attendre 5 minutes après l'arrêt cardiaque, c'est une mort cérébrale. Mais c'est une mort cérébrale qui a été, je dirais, surveillée, préparée. Et en fait, c'est un très bon donneur. Parce que les autres donneurs cadavériques, c'est pas du tout ça. Et souvent, ils ont eu de longues réanimations, des massages cardiaques, etc. Donc, ils viennent avec une mort cérébrale, mais ils ne viennent pas directement en bloc, comme ceux-là. Et donc, il y a, entre guillemets, des déchets dans les morts cérébrales qu'on ne peut pas utiliser. Et là, on va passer aux machines.